Alors bonjour à tous, donc on termine la journée avec la dernière conférence de ce samedi. Je vous remercie à tous et toutes d'être là. Donc le sujet qui nous anime ici, donc ça va être sur le Mercosur, sont des sujets très d'actualité. On voit encore la dernière annonce d'Emmanuel Macron dont on va certainement parler ici, parce que les traités de libre-échange deviennent de plus en plus des sujets d'actualité, mais des sujets d'actualité dont on parle. Ça a commencé avec le TAFTA, donc ce traité de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Ça est revenu avec le CETA très récemment, donc ce traité avec le Canada, mais il y en a d'autres. On va en discuter donc avec les intervenants que je vais brièvement présenter, mais je les laisserai se présenter plus abondamment comme ils le souhaitent. Donc on commencera avec Karima Delli, qui est eurodéputée donc pour Europe Écologie Les Verts. Elle est dans le groupe Les Verts au Parlement européen. Elle est également présidente de la commission Transport et Tourisme. Ensuite, avec Emmanuel Morel, eurodéputé aussi, qui est également titulaire à la commission Commerce international. Et enfin, Maxime Combe, qui est porte-parole d'Attac et qui a notamment porté le combat contre le CETA dans le public. Donc on commence avec Karima. À toi. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très contente d'être là. Très rapidement, d'abord, je voudrais remercier mon collègue et ami Emmanuel Morel. Alors, il va se dire « Ah bon ?» Parce que justement, il y a eu une tribune des eurodéputés, français et non français, européens, pour dire que tous ensemble, on était d'accord pour dire non à ce fameux accord du Mercosur. C'est un traité de libre-échange qui est négocié en totale opacité depuis 20 ans. 20 ans, c'est beaucoup, quand même. Et au fait, à chaque fois, c'est la même chose. Quand je dis opacité, c'est est-ce que vous, citoyens ou élus nationaux, je regarde Marine Lindman, à un moment, on vous a demandé votre avis sur ce fameux accord du Mercosur? Jamais. Jamais, parce que ce sont des traités en général, et celui-là en particulier, ils n'ont qu'un but. Notamment de dire ça a une plus-value économique. Le but, c'est l'économique, à n'importe quel prix. Donc, en gros, on privilégie toujours des grandes firmes, des multinationales, dans le dos de qui? Des citoyens qui vous n'avez pas la parole. Cet accord, il prévoit d'un côté l'abaissement des tarifs douaniers pour de nombreux produits qui est destiné à l'exportation, notamment du Mercosur, que ce soit notamment le sucre, le soja, la viande bovine, on a l'éthanol, et de l'autre côté, l'abaissement des taxes pour des produits manufacturés européens, parce que les Européens ils disent qu'il faut vite vendre des produits, notamment aux pays du Sud. Et je peux vous le dire, en tant que présidente de la commission transport, ils aiment beaucoup vendre des bagnoles. Ça, c'est notamment les Allemands. Et au fait, ce qui se passe, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à tous les étages, tout le monde est complice. Parce que même les élus au sein du Parlement européen, et je peux vous dire, sur ces traités de libre-échange, il faut presque les supplier pour savoir ce qu'il y a dans ces accords. Ce qui est quand même assez fou. Alors on nous met en avant justement tous les arguments. Secret, parce que justement c'est des négociations commerciales, donc il ne faut pas faire capoter les négociations. On ne sait jamais quand même. Vous voyez? Et puis les citoyens pourraient un peu se réveiller et dire « Oh là là, il y a un petit problème ». Parce que derrière, comme ce sont des produits, et notamment des produits alimentaires, derrière, il y a peut-être une question de santé. Vous voyez? Et c'est là où il y a le problème. Parce que depuis qu'on regarde ce qui se passe, et je vais prendre l'exemple du Brésil, mais depuis que l'extrême droite avec Bolsonaro est arrivée au pouvoir, c'est-à-dire depuis janvier 2009, regardez qui sont ses ministres. Premier exemple, Teresa da Costa, ancienne responsable du lobby de l'agrobusiness industriel au Brésil, quand même, et elle a réussi un tour de force extraordinaire, puisque désormais, à ce poste, puisqu'elle est en charge de l'agriculture, pas moins de 239 pesticides ou herbicides ont été légalisés et introduits sur le marché. 239.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Brésil, c'est quoi? C'est le premier consommateur de pesticides du monde. Et une grande partie d'entre eux sont interdits, où ça? En Europe. Deuxième chose, c'est, qu'on le veuille ou non, s'il y a des échanges avec ces pays, donc ces produits, ça veut dire qu'on le veuille ou non, eh bien, à un moment ou à un autre, il y aura des résidus de ces substances qu'on va trouver, notamment dans nos produits. Et là, il y a un problème, parce que tout le monde, notamment la Commission européenne, elle nous dit quoi? Promis juré, il y aura des contrôles. Mais moi, j'ai tendance à dire, déjà, ils ne savent pas contrôler des lasagnes. Alors, vous croyez qu'ils vont aller contrôler, notamment tous ces produits? Il y en a un problème de fond. Deuxième problème, c'est que ça renforce aussi le type d'agriculture, notamment la monoculture. Le soja, le maïs, parce que ça, c'est vraiment le fer de lance de l'agrobusiness, et donc ça a des conséquences directes qui sont environnementales et sociales, mais aussi catastrophiques en termes de politique et de vision que nous devons avoir. C'est sur l'agriculture que nous défendons, les écologistes, partout dans le monde. C'est une agriculture paysanne. Paysanne, ça veut dire quoi? Ça veut dire de proximité. Et c'est là où on a un problème. Parce que quand vous regardez la culture du soja, c'est quoi? Ben, c'est la première cause de la déforestation. Et que quand on regarde concrètement cette déforestation, tout le monde est en train de pleurer là sur les fonds en Amazonie, mais la déforestation, c'est une rupture totale, puisque ça a augmenté de 90% depuis janvier 2018. Et donc, si on conclut ce genre d'accord, ça veut dire quoi? C'est qu'on va continuer à aller dans le mur par rapport aux défis climatiques, puisque les déforestations vont augmenter, mais aussi une chose qu'il ne faudra jamais oublier, c'est véritablement une catastrophe humaine. Et c'est là où moi je tire la sonnette d'alarme. Parce que oui, l'Amazonie, c'est notre poumon. Sauf qu'il y a des humains et des vivants qui vivent dans cette forêt, notamment en termes de biodiversité. Et il y a ce peuple, le peuple autochtone, qui s'organise, qui vivent de cette biodiversité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Une violence qu'ils subissent depuis des années, depuis des mois, que tout le monde devrait être dans la rue pour dire qu'eux aussi, on doit respecter leurs droits humains. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des chefs d'État qui nous ont dit quoi? Ben, on fait des accords, et on a M. Macron qui nous a dit de toute manière l'accord du Mercosur. Moi, je fais des accords de libre-échange, mais ils doivent respecter quoi? Les accords de Paris. Des accords qui sont, je le rappelle, pas contraignants, aucun objectif chiffré. Et quand vous faites des accords de libre-échange, il n'y a aucun objectif sur ça. Et le volet de l'autre côté, c'est notamment les droits humains. Et on voit bien que cette logique, c'est toujours de passer les intérêts économiques de l'Europe par rapport à des droits humains, mais surtout par rapport aux droits de la nature. Et je termine parce que je vais être trop longue. Moi, je peux vous dire, la honte, mais la honte de ce tweet et de cette conférence, il y a 2 mois, de M. Juncker et des 28 États membres qui se réunissaient pour dire c'était génial, notamment cet accord du Mercosur, avec, et je cite, ce qui est écrit dans le communiqué et dans le tweet de M. Juncker, cet accord aura des résultats positifs pour les consommateurs et pour l'environnement. Au fait, c'est du foutage de gueule et c'est le bal des hypocrites. Moi, je considère qu'aujourd'hui, la faute de l'Europe, c'est d'être complice et d'avoir donné les clés du saccage de l'Amazonie à un mec d'extrême droite qui s'appelle Bolsonaro. Parce que ce genre d'accord, on ne dit pas accord climaticide pour se faire plaisir, mais parce que réellement, il nous détourne du plus grand défi de l'humanité, notamment le défi climatique. Merci. Merci Karima et merci à vous toutes et tous d'être ici. Alors c'est vrai, quand on avait imaginé cette conférence, on ne se doutait pas que l'actualité serait à ce point dramatique,
puisque si on parle du Mercosur dans le pays aujourd'hui, et même en Europe, c'est bien parce qu'il y a le drame des incendies en Amazonie, et plus largement le comportement complètement quasi délictueux de Bolsonaro, qui c'est quand même d'authentiques fascistes à la tête du Brésil. Mais si on avait choisi de parler de ce traité, c'est parce qu'il est emblématique des erreurs, des errements, de l'hypocrisie aussi, de la politique commerciale européenne. Et je trouve que vraiment, de ce point de vue-là, le Mercosur, c'est un peu la quintessence de ce mauvais chemin qui est pris depuis une vingtaine d'années. D'abord, ça a été très bien dit, mais j'y insiste, parce qu'il faut quand même le qualifier, le premier problème que pose le Mercosur, c'est quand même un problème politique. C'est-à-dire que vous avez tous les dirigeants de l'Union européenne qui passent leur temps, que ce soit les chefs d'État, les présidents de commission ou la commissaire au commerce international, qui passent leur temps à dire « nous ne négocions pas n'importe comment et avec n'importe qui. Nous sommes là pour exporter des valeurs, les valeurs fondamentales de l'Union, le respect des droits, le respect de l'environnement, et on s'apprête à contractualiser avec un gouvernement authentiquement fasciste, parce que tu as parlé des persécutions à l'encontre des peuples autochtones, et c'est vrai que c'est un problème réel. Enfin, vous avez aussi les persécutions contre les minorités sexuelles, et puis enfin, et pour nous c'est très important ici, l'emprisonnement des opposants politiques. Je rappelle que c'est au Brésil que croupit Lula dans une prison à la suite d'un procès totalement pipé, et où sa vie est désormais en danger. Alors même qu'on sait que tous les faits d'accusation sont balayés par la réalité et les avocats de Lula. Donc il y a déjà un premier problème politique, c'est négocier avec tout le monde, quelles que soient les conditions de production, mais aussi les valeurs qui sont fondatrices des pays en question, ça pose un problème. Ensuite, c'est évidemment, il ne faut peut-être pas y insister, mais enfin c'est quand même le plus important, une catastrophe écologique. Parce que, alors ça vaut pour le Brésil, mais ça vaut aussi d'une certaine façon pour l'Argentine. Et hélas, on est en train d'encourager le Paraguay et l'Uruguay à faire de même. Cet accord, par définition, encourage les pays contractants à se lancer dans des processus de déforestation massive. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est l'élevage intensif. Alors, il existe au Brésil, et de façon spectaculaire, tu l'as très bien rappelé, non seulement il y a les pesticides, presque 250 pesticides nouveaux autorisés, je rappelle aussi que c'est le recours systématique aux OGM. Aujourd'hui, la totalité du cheptel brésilien et même argentin, enfin argentin un peu moins, mais brésilien c'est sûr, est nourri aux OGM. Et puis surtout, c'est un modèle d'élevage intensif qui privilégie les énormes exploitations. En moyenne, une ferme européenne, c'est entre 60 et 70 hectares. Au Brésil, il n'est pas rare de voir, au Brésil ou Argentine, hein, des fermes de 500 hectares. Nous, on se mobilise quand il y a vous savez, les 1000 vaches, là. Au Brésil comme en Argentine, on parle de fermes de 10 000. Et quelquefois des élevages hors sol, ce qui est un peu curieux quand on voit l'espace dont des bénéficie. Donc on encourage la déforestation, on encourage la production exponentielle de viande, alors bovine, dans le traité Mercosur, ce qui est prévu, c'est 99 000 tonnes de viande bovine supplémentaire. Mais aussi la volaille, on en parle moins, mais c'est d'un point de vue écologique tout aussi préoccupant, 150 000 tonnes supplémentaires. Et puis enfin un sujet, alors ça ne parle pas beaucoup aux gens, mais c'est quand même très important, l'accord prévoit 450 000 tonnes d'éthanol. Et l'éthanol, par définition, c'est produit, là aussi, ça encourage la déforestation, puisqu'il faut des surfaces gigantesques pour recourir à toutes les céréales qui produisent ce produit. Donc il y a vraiment un sujet écologique. Troisième chose, et là c'est un argument, je trouve, tout aussi intéressant, au Parlement européen, quand on parle du Mercosur, on dit que c'est un accord viande contre voiture. Au moins c'est clair, c'est-à-dire que nous on va importer plein de viande supplémentaire et les Européens vont exporter plus de bagnoles, essentiellement les Allemands. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu Mme Merkel aujourd'hui a dit, mais c'est passé inaperçu, il faut absolument continuer le Mercosur, il ne faut absolument pas rompre les négociations, c'est fini, mais rompre le processus de ratification. Mais quand on regarde dans le détail, l'agriculture européenne va être très fortement impactés, et notamment les éleveurs français. Là, pour le coup, c'est peut-être le coup de grâce, parce que y a quand vous voyez les tarifs douaniers, donc cette baisse de 90% environ, concrètement, ça veut dire que les prix aussi de la viande vont baisser de façon très importante, et pour les éleveurs français qui sont déjà en difficulté, c'est une catastrophe. Mais à l'inverse, parce qu'il faut aussi penser aux habitants et aux travailleurs des pays avec qui on noue des accords,
ce qui est en train de se passer si le Mercosur va au bout, c'est qu'on va encourager les pays comme le Brésil et l'Argentine qui avaient une petite industrie et qui étaient en phase de secondarisation de l'économie, mais qui ne sont quand même pas développés comme l'Europe. On va les encourager à revenir à l'économie primaire et à sacrifier eux aussi des pans de leur industrie, puisque les grands gagnants du Mercosur, si on regarde pour les Européens, c'est les bagnoles et tout ce qui est pharmaceutique, chimie, pharmacie. Donc Sanofi est évidemment pour le Mercosur, Volkswagen aussi, mais ça ne vous étonnera pas. Donc oui, il y a ce côté, c'est vraiment l'accord perdant-perdant si on se place du point de vue des salariés, que ce soit les salariés d'Amérique du Sud ou les salariés européens. Et puis enfin, la dernière chose, Karima y a fait allusion, elle a bien raison, il y a quand même un problème démocratique sur tous les traités de libre-échange, c'est pour ça que je vais un peu élargir mon propos, c'est que nous, parlementaires européens, qui sommes amenés en dernier ressort à voter sur les traités de libre-échange, nous n'avons pas accès au mandat de négociation. C'est-à-dire que quand la Commission et le Conseil lancent un accord de libre-échange, nous ne savons absolument pas de quoi ils vont discuter. Et d'ailleurs, on ne le sait pas tant que le texte n'est pas fini. Et là, il nous est soumis, mais nous n'avons pas le droit évidemment de l'amender. C'est juste, c'est oui ou c'est non. Et quel est le problème? Pendant tout ce processus, la Commission, elle va consulter des experts pour savoir quels sont les produits sur lesquels il faut baisser les droits de douane prioritairement, la question des normes et tout ça. Et quand on regarde quels sont les personnalités, les groupes qui sont consultés dans la rédaction d'un document de négociation, entre 90 et 95%, ce sont des grandes entreprises, des multinationales. Les 5% qui restent, c'était vrai pour le CETA, c'était vrai pour le TTIP, c'était vrai pour le Mercosur. Les 5% qui restent, c'est tout le reste. ONG, syndicats, associations professionnelles, etc., etc. Donc de ce déséquilibre, évidemment, il se ressent dans le texte. Or, il y a quand même un problème démocratique, c'est que nous ne sommes associés, en réalité, nous les élus, représentants du peuple, qu'à la fin. Avec un dernier codicile, mais je pense que Maxime en parlera, c'est que tous les accords de libre-échange nouvelle génération, il y a un chapitre à la fin dont on ne parle jamais, mais qui est très important, c'est la coopération réglementaire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que l'accord rentre en vigueur, généralement, les gens s'en désintéressent. Sauf que sont mis en place des groupes d'experts qui se réunissent très régulièrement et qui sont chargés d'aménager les normes pour que, dans le cadre d'un traité de libre-échange, les normes soient compatibles. Normes phytosanitaires, normes sociales, normes environnementales. Et ça, c'est que des experts. C'est-à-dire que ça échappe complètement au contrôle des politiques. Au point même que certains oublient. Je vais vous prendre un exemple, celui de l'ALENA. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il a été signé dans les années 90, donc au siècle dernier. Et bien aujourd'hui encore, il y a des comités de coopération réglementaire qui se réunissent pour discuter des normes, mais sans, bien sûr, l'aval des membres du Congrès américain, par exemple. Donc, scandale politique, catastrophe écologique, menaces économiques et soucis démocratiques, voilà ce qui caractérise le Mercosur, mais en réalité qui caractérise la plupart des autres accords de libre-échange. Parce que il ne faut pas se payer de mots, évidemment, mais ce n'est pas le cas des gens qui sont ici, tomber dans le piège tendu par Macron. Macron fait des rodomontades sur le Mercosur, et le même mois, il va demander à ses députés d'approuver le CETA en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Or, la logique du CETA est exactement la même que celle qui a présidé à l'écriture du Mercosur. Pourquoi? Parce que de la même façon, vous avez des inquiétudes pour l'environnement. Regardez ce qui se passe depuis que la négociation sur le CETA a terminé. L'exportation de pétrole issu du sable bitumineux a augmenté de 63% en Europe. Alors que c'est vraiment la façon de produire du pétrole la plus dégueulasse qui soit et vraiment catastrophique pour l'environnement. Je pourrais parler aussi de tout ce qui est fracturation hydraulique, gaz de schiste, ça existe en Amérique du Nord, et précisément ce type d'accord de libre-échange encourage ça. Donc la logique, évidemment, monsieur Trudeau, ça n'est pas monsieur Bolsonaro, mais la logique intrinsèque, économique, commerciale, c'est la même. C'est une logique au service d'un très petit nombre de grandes entreprises et au détriment à la fois des salariés et des consommateurs. Parce que de la même façon, on peut raconter tout ce qu'on veut sur le fait que ces accords respectent les accords de Paris. Mais enfin, quand vous regardez le document qui nous a été remis par la DG Trade, c'est-à-dire la Direction Générale du Commerce du Parlement Européen, sur le Mercosur, ils nous ont donné un document, en quelque sorte, de 25 pages pour résumer ce qu'il va y avoir dans l'accord. Pour l'instant, on n'a toujours pas le texte de l'accord, nous. On l'attend toujours, alors même qu'on est censé en discuter. Eh bien,
le chapitre développement durable, sur 17 points, il arrive en 14e position. C'est dire si ça fait partie des priorités. Et quand on le lit attentivement, on se rend compte d'une chose très intéressante, c'est que, et M. Bolsonaro d'ailleurs s'en est félicité, dans l'indifférence générale, la question du principe de précaution n'est pas couverte par cet accord. Or pour nous, et notamment nous les Français, c'est important. Je rappelle que le principe de précaution, c'est l'article 5 de la Charte de l'environnement qui est dans la Constitution française, enfin qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Bon bah ça, M. Macron fait mine de ne pas s'en souvenir. Et les macronistes, à l'Assemblée nationale, s'ils votent en deuxième lecture du CETA, il ne faudra pas les lâcher, parce qu'ils ont une responsabilité très importante. Mais après le CETA, il y a beaucoup d'autres accords. Vous avez peut-être entendu parler du GEFTA, le traité de libre-échange avec le Japon. Il est ratifié. Il n'y aura pas de ratification nationale parce que ce n'est pas un accord mixte. On va voter au Parlement à la rentrée l'accord de libre-échange avec le Vietnam, qui pose un certain nombre de problèmes, parce qu'en termes de droits sociaux, travail des enfants, corruption, le Vietnam n'est quand même pas un pays exemplaire. Et puis, dans l'année qui suit, on a 4, 5, 6 accords qui vont être mis en délibération. Australie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Mexique. Vous voyez, c'est quand même... Et à chaque fois, ce n'est pas des petites affaires. Je prends juste l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Ce qu'on est en train de négocier quand même, c'est de doubler notre importation de lait néo-zélandais. Comme si on n'avait pas déjà une crise de surproduction laitière en Europe. Je rajoute que le lait néo-zélandais, c'est quand même du lait qui vient de 15 000 km. Donc en termes d'empreinte carbone, c'est juste délirant. Et d'ailleurs, peut-être je vais finir là-dessus. Je pense qu'il faut maintenant assumer, et la France Insoumise l'assume sans problème, et d'ailleurs une bonne partie de la gauche française, mais il faut convaincre les gens de ça. Les traités de libre-échange sont congénitalement, fondamentalement climaticides. Pourquoi ? Parce que quand vous faites venir des produits de 10, 15 000 km et vous en faites venir de plus en plus via des cargos, via des avions, eh bien ça va en contradiction totale avec tout ce qu'on raconte sur la nécessité de limiter les gaz à effet de serre. De la même façon, quand vous encouragez à produire toujours plus de viande, c'est le cas avec le Mercosur, c'est le cas avec le Vietnam. Je rappelle quand même que la viande, c'est 6 gigatonnes de gaz à émission de serre sur 40. Donc c'est quand même des trucs énormes. Donc congénitalement, tous les traités de libre-échange, ils sont climaticides. Et donc la question, parce que c'était comment l'arrêter, il faut évidemment mobiliser la société. Alors on avait la discussion avec Karima avant, c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens, quand on parlait du GEFTA, du Mercosur, tout ça est lointain, tout ça est abstrait. Mais c'est assez facile d'illustrer ça de façon concrète. Il y a eu une étude par une association de consommateurs cet été, le CLCV, sur les fruits et légumes. Tout ça peut vous paraître un peu étrange, mais la plupart des Français, quelle que soit leur classe sociale, disent voilà, on a de plus en plus de fruits et légumes qui n'ont pas de saveur, qui n'ont pas de goût. Alors on prend l'exemple très emblématique de la tomate. Il faut qu'elle soit calibrée, il faut qu'elle soit rouge, il faut qu'elle soit en toute saison, c'est-à-dire qu'on ne respecte absolument pas le principe de saisonnalité. Ben là, on peut faire le lien avec le libre-échange, parce que la tomate, c'est quasiment la moitié qu'on envoie en Chine pour être transformée et réexportée en Europe. Imaginez, donc on les cueille vertes, on les fout sur des cargos, ça va en Chine, c'est transformé en sauce tomate, on réimporte en Europe, aux États-Unis. Voilà typiquement le genre d'absurdité que n'importe qui peut comprendre et à qui il faut dire, voilà, c'est cette logique folle qu'on combat. Et le corollaire politique positif de cette critique systémique du libre-échange, eh bien, c'est de dire, nous, on a une solution. Cette solution s'appelle la démondialisation. Il faut démondialiser les échanges, il faut l'assumer. Et donc, il faut relocaliser la production. Et donc, on doit tous être des militants du fabriqué en France, des circuits courts, du respect de la saisonnalité, du respect de la proximité. Ça, c'est un message positif et qui a même de... Parce que j'ai vu un autre débat tout à l'heure dans un atelier, c'était, je crois, Union de la gauche versus fédérer le peuple. Mais s'il y a bien un sujet qui fédère le peuple, au-delà des appartenances sociales et même de la couleur politique, c'est ce souci de bien manger, de consommer autrement, de produire autrement. Et ça passe à mon avis par leur relocalisation. C'est un mot d'ordre formidable pour les militantes et les militants que nous sommes. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation et pour ce débat sur le Mercosur. Merci à toutes et tous d'être présents. Peut-être quand même revenir sur l'annonce d'Emmanuel Macron, qui est quand même l'actualité de ces 2 jours, puisqu'il annonce par voie de presse qu'il va s'opposer à l'accord UE-Mercosur en l'état, en réaction
à la fois aux feux de forêt en Amazonie et aux déclarations de Bolsonaro, laissant entendre que finalement la déforestation n'était pas un enjeu majeur au Brésil, qu'elle était sous contrôle et que toute une série de chiffres qui auraient été publiés étaient des manipulations. C'est ainsi que Bolsonaro s'est exprimé tout au long de la semaine. Et face à une opinion publique qui est aujourd'hui extrêmement remontée en France, face à l'indignation totale que suscitent les feux de forêt en Amazonie, mais il faudrait également parler des feux de forêt ailleurs sur la planète, Emmanuel Macron a effectivement voulu, je pense, envoyer un message à la fois politique et de communication auprès de l'opinion publique française principalement, pour tenter de désamorcer ce qu'il n'a pas su désamorcer à travers la ratification ou le vote du CETA en première lecture à l'Assemblée nationale. Ce qu'il s'est passé cet été est assez significatif. Le monde agricole est resté mobilisé pendant tout l'été contre le CETA. Et qu'est-ce que cela signifie? Le monde agricole dans sa pluralité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la Confédération paysanne, ce n'est pas simplement les petits paysans qui sont restés mobilisés, mais également la FNSEA. Et moi, je le voyais plutôt d'un œil intéressé, parce que la FNSEA restant mobilisée, cela signifiait derrière qu'effectivement, il était possible d'avoir un vote négatif lorsque le CETA allait être présenté au Sénat. Parce que mobilisation de la FNSEA maintenait la pression principalement sur le groupe LR du Sénat, les Républicains ayant voté contre le CETA à l'Assemblée nationale, mais le groupe LR du Sénat est un petit peu moins, on va dire, sûr de ses convictions sur cette question au Sénat. Et donc, du coup, le fait que la FNSEA reste extrêmement mobilisée pendant l'été pouvait effectivement donner un vote négatif au Sénat à l'automne sur le CETA, et derrière un texte qui revienne à l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y aura pas de deuxième lecture obligatoire. Mais si nous avons un vote négatif au Sénat, nous aurons une deuxième lecture sur le CETA. S'il y a un vote qui approuve le CETA, ce sera un vote conforme avec l'Assemblée nationale, et comme c'est une procédure accélérée, le CETA sera définitivement ratifié en France. Donc principalement, le message qu'envoie Emmanuel Macron, c'est tenter de désamorcer une double, mais en fait qui n'est qu'une pour lui menace, c'est de voir le CETA un jour revenir à l'Assemblée nationale en laissant mêler les sujets autour du CETA et du Mercosur dans l'opinion publique. Et il le fait à juste titre de son point de vue, parce qu'au mois de juin, quand il planifie la ratification du CETA, je pense qu'ils ne se sont jamais doutés que la conjonction CETA-Mercosur allait réveiller et enflammer l'opinion publique française. Et c'est un point extrêmement important de la situation dans laquelle nous sommes, c'est que l'opinion publique française, et sans doute pour partie européenne, pas partout en Europe, il faudrait être plus précis sur la caractérisation, mais l'opinion publique française a complètement basculé sur ces questions d'accords de commerce internationaux. Il n'y a plus aujourd'hui les arguments. Et nous sommes bien placés à Attaque pour le savoir, puisque c'était ce qu'on nous répondait il y a 20 ans. Moi, je me souviens de débats avec Pascal Lamy, où nous énoncions de manière peut-être différente, mais en gros, comme aujourd'hui, en quoi les accords de libre-échange contribuent à aggraver les crises auxquelles nous sommes confrontés. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit pour ne pas être trop long. Et Pascal Lamy de répondre avec un certain écho dans l'opinion publique, disant mais quand même, la globalisation, c'est ce qui permet de faire baisser les prix, de vous permettre d'accéder à un niveau de consommation plus important, qui vous permet... Ces arguments-là ne fonctionnent plus. Pascal Lamy est d'ailleurs venu sur France Inter pour défendre le CETA et le Mercosur, et ça a fait un flop et un bide monumental. Tout le monde s'est moqué de lui pendant toute la semaine. On voit bien que dans l'opinion publique, l'argument selon lequel il faudrait importer ce que nous pouvons produire à côté de chez nous ou chez nous ne fait pas recette du tout. Et donc c'est une tentative d'Emmanuel Macron visant à désamorcer cela dans une conjonction extrêmement particulière qui est celle du G7 avec l'ensemble des caméras du monde braquées sur lui. Et donc du coup, il faut bien mesurer ce que représente cette annonce pour également en saisir les limites. Et également, pas pour dire qu'Emmanuel Macron va changer d'avis dans 3 jours, parce que ça, je pense que ce n'est pas tenable. Il s'est exprimé quand même aux yeux de la planète entière, suscitant également des réactions en Europe. Angela Merkel a fait savoir qu'elle était en désaccord avec cette prise de position d'Emmanuel Macron, et que donc du coup nous avons tout intérêt, et je pense que c'est vraiment une responsabilité majeure que nous avons collectivement, de continuer à rester mobilisés sur ces questions de libre-échange, sur ces questions de commerce et d'investissement, sur ces questions finalement de l'ensemble
du droit commercial qui a été institué depuis 25 ans à travers les accords de commerce de l'OMC et l'ensemble des accords bilatéraux ou régionaux qui ont été signés depuis 25 ans, parce que nous avons là la possibilité, d'être en mesure d'avoir un arc de force assez large dans la société civile organisée. Le texte que nous avons rédigé et publié au moment de du vote du CETA est sans doute l'arc de force le plus large jamais réuni contre un accord de libre-échange en France. Donc nous avons l'opinion publique qui bascule, mais qui donc suscite un rejet manifeste de l'ensemble des organisations de la société civile. Ce texte contre le CETA, il avait été signé par l'ensemble des ONG, y compris d'ONG qui en général ne prennent pas des positions sur ce type de questions, mais également par l'ensemble des syndicats quasiment, et des syndicats qui ne prennent pas position sur ce genre de questions habituellement, en tout cas pas avec nous. Et l'ensemble, bien entendu, des mouvements sociaux et organisations qui ont traditionnellement s'opposent à ces accords. Et donc nous avons une opportunité, si nous restons mobilisés sur ces accords qui arrivent, mais également en étendant le front sur les accords qui sont déjà en place et sur ce système de l'OMC qui est présent, nous avons la possibilité d'apporter une réponse, et vous l'appellerez comme vous voulez, progressiste, insoumise, écologiste, de gauche, alternative. Je ne sais plus comment il faut le dire, puisque tous les termes sont aujourd'hui démonétisés, ou en tout cas remis en cause ici à droite, ou populaire, ou comment on dit, enfin bon, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, enfin une réponse qui vient de chez nous, une réponse fondée sur la solidarité, sur la nécessité de relocaliser les activités, sur la nécessité de faire primer toute une série d'exigences sociales, écologiques, environnementales sur le droit commercial international. Soit nous sommes en capacité de faire cela, et donc d'être mobilisés conjointement, là où nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous derrière un seul homme, mais là où nous sommes, de rester mobilisés et de laisser extrêmement haut dans l'opinion publique le fait que ces accords ne sont pas acceptables. Soit si nous abandonnons le terrain et que nous laissons faire, nous aurons et nous allons contribuer à nourrir les Trump européens d'aujourd'hui ou de demain. Et donc du coup, pour le dire plus simplement, avoir une réponse et une alternative de gauche, progressiste, écologiste, à la mondialisation néolibérale qui est toujours présente, est absolument clé si nous voulons desserrer l'étau dans lequel nous sommes enserrés pour mener des politiques alternatives. Et je voudrais donc du coup préciser quelques éléments, parce que même si cet accord en Mercosur ne voit jamais le jour, à la fois les pays du Mercosur et l'Union européenne sont couverts par les accords de l'OMC. Nous commerçons avec le Brésil. Nous commerçons, alors attention, ne racontons pas d'histoire. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle l'Union européenne a à tout prix cherché à accélérer la signature d'un accord avec le Mercosur. Le Brésil est sans doute le pays du G20 qui est le moins ouvert au commerce international. La part du commerce international dans le PIB brésilien ne représente que 20% à peu près de son PIB. Ce qui est très inférieur à la moyenne internationale. On considère qu'en gros 32-33%, que le commerce international représente l'équivalent de 32 ou 33% du PIB mondial. Et donc du coup, on avait la volonté claire et manifeste de l'Union européenne, après 20 ans de négociations, quitte à ce que ce soit avec Macri et Bolsonaro, qui, comme ça a été dit, sont sans doute parmi les pires présidents et chefs d'État qu'on puisse avoir à l'échelle internationale, à tendance fascisante, néolibérale, conservatrice, quitte à ce que ce soit eux, de finaliser un accord. Parce qu'il s'agissait pour l'Union européenne, et au-delà de l'Union européenne, pour les intérêts économiques qu'elle représente, c'est-à-dire les multinationales qui vendent au Brésil, d'ouvrir un marché qui leur est aujourd'hui relativement peu ouvert. Et la volonté, effectivement, pour l'Union européenne est double. C'est de s'assurer qu'il y ait des débouchés pour l'industrie automobile européenne, pour son industrie aéronautique et pour son industrie high-tech, qui aujourd'hui a des difficultés à vendre parce que le marché chinois est en berne, parce qu'il y a des restrictions venant des États-Unis et que donc du coup il fallait chercher des débouchés. Contre cela, on cherche effectivement à importer principalement des produits primaires venant du Brésil, et on le voit dans la balance commerciale entre la France et le Brésil, elle est complètement déséquilibrée. On vend des bagnoles, on vend de l'aéronautique, on vend du matériel de transport, ça représente 60-70% de ce que la France vend au Brésil, et on importe des produits primaires agricoles et fossiles, des produits issus de l'industrie agroalimentaire et des produits semi-industrialisés qui représentent le tout 75% des importations françaises depuis le Brésil. Et quand je dis donc du coup qu'on importe déjà du Brésil, il faut savoir que l'Union européenne est le principal importateur de soja venant du Mercosur. L'Union européenne est sans doute un des principaux importateurs d'éthanol venant du Mercosur et notamment du Brésil. Et que donc du coup, à travers ces importations, on a, et ces produits
qu'on importe, en fait, on importe de la déforestation déjà. On importe déjà de l'eau de l'Amazonie et du bassin amazonien qui est incorporée aux produits que nous importons. On importe déjà en fait des crimes environnementaux et sociaux vis-à-vis des populations indigènes et des territoires locaux à travers ces importations. Et donc du coup, peut-être qu'une des choses à faire, maintenant qu'Emmanuel Macron s'est opposé à l'accord Mercosur publiquement, c'est d'exiger qu'il dise clairement au Conseil européen et qu'il obtienne une décision ferme du Conseil européen selon laquelle le Conseil européen ne donnera pas mandat à la Commission pour signer l'accord Mercosur officiellement et ensuite le ratifier, mais c'est également peut-être aller un petit peu plus loin et remettre en cause toute une série d'importations et donc du coup d'exportations et des échanges qu'il peut y avoir entre le Mercosur et l'Union européenne. De fait, sa décision là, vis-à-vis de la situation actuelle au Brésil, c'est un petit peu le minimum syndical de la décence qui était exigible. Quand nous avons l'Amazonie qui brûle, nous avons Bolsonaro qui dit c'est pas notre faute, c'est la faute des ONG. Il a dit ça cette semaine. Il a dit que les ONG étaient sans doute responsables de la majorité des feux se déroulant au Brésil. C'est absolument scandaleux. Nous n'avons pas à commercer avec ces gens-là. Nous avons par contre, et c'est la troisième exigence qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Union européenne et des pays européens, et c'est l'exigence que nous avons portée à travers une lettre d'organisation de la société civile en juin pour nous opposer au Mercosur, c'est d'avoir des exigences de soutien, d'appui, et y compris de financement et d'appui politique à toutes celles et ceux qui bataillent contre un régime fascisant au Brésil. Parce qu'effectivement, nous avons Bolsonaro qui a été élu, mais toute une partie de la société civile brésilienne bataille pied à pied. 1, pour ne pas être tués par Bolsonaro ou les gens qui l'ont soutenu. 2, pour essayer de conserver ce qu'ils avaient acquis sous Lula. 3, pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent vivre demain décemment. Et je parle ici des LGBT, je parle ici des populations qui vivent dans les régions autochtones, mais simplement des paysans et des travailleurs brésiliens. Le dernier point que je voudrais évoquer, si tu m'en laisses le temps, et peut-être que j'ai été trop long et je m'en excuse, c'est de revenir un tant soit peu sur l'argument qu'utilise Emmanuel Macron pour déterminer ce qui serait possible en matière de commerce international et ce qui ne le serait pas. Et c'est cette idée qu'on ne pourrait commercer qu'avec les pays qui ont dûment ratifié l'accord de Paris et qu'on ne pourrait pas le faire avec les pays qui désirent sortir de l'accord de Paris, les États-Unis, ou qui prendraient des mesures ou des engagements oraux, comme au Brésil, qui ne conviendraient pas au regard de ces objectifs-là. J'ai écrit une tribune dans Politis au mois de juillet pour expliquer en quoi l'accord de Paris est sans doute un très mauvais critère d'évaluation du niveau d'engagement climatique des pays tiers avec lesquels on voudrait commercer. Parce que donc du coup, on arrive à un critère de discrimination qui dit avec les États-Unis c'est pas possible, mais il n'y a pas de problème, on peut continuer les négociations commerciales avec l'Australie, qui est dirigée par un Premier ministre notoirement climato-sceptique et qui a pris toute une série de mesures contre des politiques climatiques qui étaient déjà en vigueur et pour encourager l'exploitation du charbon en Australie. Donc nous avons là un critère, l'accord de Paris, qui n'est absolument pas le bon critère pour déterminer, du point de vue du climat, les pays tiers avec lesquels nous pouvons commercer ou pas. Et c'est absolument essentiel de faire apparaître ce point-là, parce que nous avons aujourd'hui, y compris au sein de la Commission européenne, y compris au sein d'une partie du Parlement européen, et y compris une partie de nos alliés au Parlement européen, qui pensent que, 1, l'accord de Paris est le bon critère pour déterminer les pays tiers avec lesquels nous pouvons commercer, et que 2, il suffirait finalement d'introduire des exigences de respect de cet accord de Paris dans les accords de commerce qui sont en cours de négociation pour que ces accords de commerce deviennent légitimes et acceptables du point de vue de la lutte contre les dérèglements climatiques. Et ça, ce n'est absolument pas vrai pour une partie des raisons qu'Emmanuel a évoquées. Et je pourrais m'étendre bien plus longuement, je ne le fais pas, je vous renvoie à la tribune. Mais nous avons là une bataille à mener parce que, effectivement, qu'il y ait accord de Paris ou pas signifié dans le texte d'un accord de commerce, cet accord de commerce n'en reste pas moins structurellement, fondamentalement anti-écologique parce qu'on ne peut pas aggraver et accroître les échanges internationaux et favoriser une mondialisation néolibérale qui, de fait, est un des
facteur majeur qui nourrit le réchauffement climatique et tenter de limiter cela simplement avec une mention dans un accord de commerce international disant que l'accord de Paris va être respecté. Pour la simple et bonne raison que le droit commercial international, aujourd'hui, institué par notamment les accords de commerce de Marrakech, les accords de l'OMC, institue une supériorité du droit commercial sur toutes les politiques qui peuvent être menées en matière de lutte contre les réchauffements climatiques. Et nous avons toute une série d'exemples au niveau international qui montrent que quand des pays ou des provinces ou des régions mènent des politiques climatiques qui se veulent un tant soit peu ambitieuses, elles peuvent être remises en cause simplement parce qu'elles ne sont pas conformes au droit commercial international. Et je m'excuse d'avoir été trop long. Merci. Je laisse brièvement la parole à Karima qui doit nous quitter. Ouais, je suis désolée, j'avais prévu de rentrer en train de nuit, mais il n'y a plus de train de nuit. Et ouais. Et si, il y en avait, mais au fait, il était complet. Voilà. Et juste pour vous dire merci pour votre invitation, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, Maxime Combes et Emmanuel Morel. Je dois y aller, mais je voudrais, Emmanuel, c'est comme je ne peux pas le faire parce que je vais y aller, mais je pense que tu reviendras sur ces aussi fameux tribunaux d'arbitrage qui viennent nous écraser justement nos protections, ça dérange leur profit, alors ils ont institué des nouvelles instances. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a une bataille commune à mener. Je crois que maintenant, il va falloir qu'on regarde tous ensemble dans le même objectif. C'est que, moi j'en ai en France, vous savez, il y a beaucoup trop de divisions entre les partis politiques, notamment de gauche. Nous, à l'Europe, il n'y a pas de problème de travailler avec Emmanuel. Ça se passe très très bien, on a le même objectif, on travaille ensemble. Et moi, je le dis de manière assez claire, le temps n'est plus à la division. Le temps est venu à l'action et surtout à l'addition. Je le dis sérieusement parce que si on veut affronter tout de suite la mondialisation telle qu'elle est, ces traités de libre-échange, on aura beau, si on gagne pas la bataille, c'est pas en mettant 3 éoliennes qu'on va lutter contre le réchauffement climatique. Hein. Ça ne marchera pas. On va pas y arriver. Et si on continue à s'affronter, alors que le temps nous est compté, on a 10 ans. 10 ans pour retourner la courbe des températures et faire que la planète se maintienne à 1,5. C'est pas l'éternité, 10 ans. 10 ans, on est tous responsables. Et ça veut dire quoi? De ne pas prendre en otage notamment les générations futures, mais surtout celles qui sont déjà là, présentes, et qui disent il faut agir. Donc je m'excuse, je dois partir. En tout cas, merci pour votre invitation, mais je sais très bien que je peux faire confiance à Maxime Combes et à Emmanuel Morel. Et merci Julie pour ton invitation. Je te retrouve au Parlement européen très prochainement. Et une dernière chose, c'est souvent on utilise des mots très compliqués. Libre-échange, mondialisation, parfois ça fait peur. Mais lorsqu'on dit quel type d'agriculture, qu'est-ce que vous voulez avoir dans vos assiettes demain, les gens ont conscience. La première chose, c'est la santé des citoyens aussi. Et tout le monde l'a très très bien compris. Mais l'alternative aussi, c'est de travailler à cette alternative. Maxime, il l'a dit, sur cette proximité. Comment on revient de l'agriculture paysanne pour aussi faire en sorte qu'on mange bien, de qualité, de proximité, mais qu'on aide nos agriculteurs qui se tuent tous les 2 jours. Et la majorité gagne un salaire moyen de 300 € par mois. C'est l'accent du Nord qui est revenu, t'as vu? Par mois. Et surtout, c'est quelle perspective on donne sur la vision à long terme. Parce que tous ces gens-là, ils ont une vision, c'est des petits politiques, comme j'ai tendance à dire, parce qu'ils pensent petit, à court terme. Et voilà, au profit. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. À très bientôt. Bon retour, merci Karima. Juste pour rajouter sur l'intervention d'Emmanuel Macron, effectivement, il s'est exprimé il y a 2 jours, mais il s'est aussi exprimé aujourd'hui à 13h. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, parce que comme moi, vous êtes dans les conférences. Juste pour vous en dire, un petit mot, ça n'a pas duré 10 minutes. Donc c'est assez rapide. Mais sur l'écologie, il en a parlé, il est revenu là-dessus. Bon, il est revenu qu'à la fin, c'est pas non plus sa priorité. Avant, il a bien dit qu'il fallait de la croissance, que l'économie c'était le plus important, qu'il fallait baisser les tensions commerciales, etc. Et les grands conflits, l'écologie c'est qu'à la fin. Et l'écologie, pour en parler sur quoi? Pour faire une proposition, c'était baisser la vitesse des tankers. Voilà. Pas limiter le nombre de tankers.
baisser la vitesse des tankers. Et il prend comme exemple le textile, sauf que le textile, j'ai envie de dire, c'est un très mauvais exemple, puisque si on ne s'attaque pas à ce système productiviste qui veut qu'on consomme toujours plus, qu'on produise toujours plus, je vous donne juste un chiffre, vous pourrez le réutiliser. Le textile, c'est 140 milliards de pièces mondiales. Sachez que c'est 4 fois plus qu'en 1980. Vous voyez bien qu'on est dans une accélération de ce productivisme, et tant qu'on ne s'attaque pas à ce productivisme, alors on passe à côté de la solution. Et donc, tu demandais les raisons d'Emmanuel Macron. Je vous le dis, Emmanuel Macron n'est absolument pas écologiste. C'est quelque chose qu'il ne comprend pas, mais vraiment. Et on voit même avec tous les En Marche qui défilent sur les plateaux, quand on les rencontre, ils ne comprennent pas l'écologie. Et c'est à chaque fois très facile finalement de les piéger. C'est toujours en les ramenant sur la question de l'écologie, parce qu'ils passent toujours à côté. Et c'est comme ça qu'on les piège les plus facilement, parce que l'écologie, ils ne comprennent pas. Voilà. Je te laisse répondre, Maxime. Et Emmanuel, tu concluras ? Non, quelques éléments. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il sur le CETA ? Je vous le disais, l'opinion publique a basculé. C'est la première fois qu'on réunit un arc de force aussi large au sein de la société civile organisée. Et c'est la première fois, depuis que Macron est élu, qu'on fragilise autant sa majorité. Et c'est sur un texte qui aurait dû passer en catimini, tranquillement, pendant l'été, qu'on a fait le plus vaciller sa majorité depuis qu'il est élu. Il y a quand même de très nombreux députés qui, malheureusement, ne se sont pas opposés, mais ont voté par les pieds et se sont abstenus. Et on sait, parce que nous avons eu l'occasion et parce que nous avons mobilisé les quelques encore présents collectifs anti-TAFTA que nous avions constitués sur le plan local et qui, au début de cette campagne express contre le CETA, sont allés interpeller leurs députés. Et on sait, mais par des députés qui comptent, le président du groupe MoDem, M. Mignola, par des députés LREM, qui nous ont dit extrêmement précisément que, grosso modo, à partir du moment où le CETA a été annoncé comme étant à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et que le Mercosur est arrivé dans le débat public, dans toutes les circonscriptions rurales, les gens sont montés au créneau. Et pas simplement le monde paysan. Au-delà du monde paysan, ce sont l'ensemble de la population de ces circonscriptions rurales qui sont montées au créneau. Et Mignola nous a dit, je ne sais pas ce qui va se passer, je pense que je peux potentiellement avoir la moitié de mon groupe, MoDem, qui vote contre le CETA. Au final, ils ont resserré les boulons. Le fait qu'ils aient, et c'était une de nos exigences, qu'il y ait un vote public et qu'on sache qui vote quoi, était à la fois pour nous une manière d'obliger à ce que chacun vote, mais ça a été un moyen pour eux, en fait, de resserrer les taux et de leur mettre une pression extrêmement forte. Et malgré cette pression extrêmement forte, leur majorité s'est extrêmement fragilisée. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on maintienne une pression sociale, politique, de tous les acteurs possibles, le plus haut possible dans le débat public, pour que, éventuellement, effectivement, si nous avons un vote contre au Sénat, ce qui n'est pas gagné, et ce qui est une difficulté pour nous, c'est-à-dire que, grosso modo, nous n'avons pas les clés pour organiser une mobilisation qui porte sur le Sénat. En gros, c'est la FNSEA qui décide. Et toute la question est de savoir si l'annonce d'Emmanuel Macron hier désarme la critique de la FNSEA sur le CETA. Et ça, à cette heure-ci, je suis incapable de vous répondre par l'affirmative ou la négative. Je peux espérer que ce ne soit pas le cas parce que la mobilisation sur le terrain contre le CETA a été pas organisée et orchestrée par la FNSEA, mais en fait très décentralisée et organisée par les structures départementales et les paysans au niveau départemental, y compris de la FNSEA. Donc espérons qu'eux restent mobilisés en local et que donc du coup ça fasse pression sur la FNSEA pour rester mobilisés au niveau national et que ça reste une pression suffisante sur la droite sénatoriale française. Malheureusement, comme vous le voyez dans cette énonciation de qui doit rester mobilisé en tant qu'acteur de la société civile, comme attaque ou acteur de la société politique comme la France Insoumise, on a une capacité relativement limitée à peser sur les décisions de la FNSEA. Et après, on a une difficulté, c'est que la FNSEA s'oppose
potentiellement au Mercosur, de fait parce qu'ils ont leurs troupes mobilisées contre le CETA, ils s'opposent au CETA, mais les alternatives qu'ils proposent ne sont pas les alternatives que nous devons défendre. Et donc du coup là on a une difficulté, un hiatus, et c'est la raison pour laquelle il faut rester mobilisé pour proposer une alternative à la fois au monde que représente le CETA et au Mercosur, mais au monde que représente la FNSEA. Que se passe-t-il si nous avons un vote qui revient à l'Assemblée nationale? Ma perception des choses aujourd'hui, c'est qu'ils auront du mal à refaire ce qu'ils ont fait au mois de juillet. Voilà. Et donc, du coup, une opportunité pour nous pour réellement essayer d'obtenir un vote négatif sur le CETA à l'Assemblée nationale, ou qu'ils ne soient pas en mesure, parce que peut-être qu'ils n'iront pas au vote, parce qu'ils auront une majorité encore plus fragmentée, et que donc, du coup, on aura une ratification en France qui va prendre beaucoup de temps. Et avec un peu de chance, on va avoir une mobilisation en Allemagne, en tout cas c'est ce que font toutes les organisations amies avec lesquelles nous travaillons, qui sont en train de se positionner de manière extrêmement forte pour tenter d'essayer de bloquer la ratification du CETA en Allemagne. Et vous savez que la situation politique a un peu changé et que ceci n'est pas complètement impossible dans l'absolu. Donc nous avons la réouverture d'un certain nombre de... Je ne suis pas en train de dire que les Allemands vont voter contre le CETA, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on n'en est pas là, mais on a l'opportunité pour encore bloquer cet accord au niveau européen. Et si l'un des pays vote contre, parce que c'est la question qu'on me pose souvent, que va-t-il se passer? Eh bien là, c'est incroyable, personne ne sait, personne n'est capable de dire précisément ce qu'il va se passer, parce que de fait, l'Union européenne, ou en tout cas les gens qui ont imaginé comment la politique commerciale devait être définie et mise en œuvre au niveau européen, n'ont jamais imaginé autre chose qu'une caisse d'enregistrement au niveau du Parlement européen, et que 40 ou 42, 44, je ne sais plus combien il y a de parlements qui s'expriment au niveau national, qui ne devaient être que des caisses d'enregistrement de décisions qui ont été prises et de négociations qui ont été menées par la Commission européenne. Donc, vous dire précisément si le CETA n'est pas ratifié dans un pays, qu'est-ce qu'il se passe derrière, est à ce stade un peu impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça réouvre le champ des possibles en Europe de manière extrêmement considérable sur toutes ces politiques commerciales. Si la France ou l'Allemagne s'opposent au CETA, nous avons de fait le lendemain un débat sur le mandat commercial européen qui est réouvert partout. Et nous devrons être en mesure de nous engouffrer pleinement là-dedans pour porter une version et une vision alternative. Et pour exiger que nous soyons en mesure d'avoir une refonte complète de ce mandat commercial. Après, il y a des discussions et des désaccords entre les organisations de la société civile, les partis politiques à gauche d'une manière générale, sur est-ce que cette politique commerciale doit rester de niveau européen, est-ce qu'elle doit redevenir de niveau national, est-ce qu'on peut avoir une politique commerciale qui soit de nature à préserver les grands objectifs sociaux, environnementaux et tout ça qu'on peut se donner ou pas. Ça fait partie du débat et effectivement, nous avons des difficultés. Nous avons fait une série de propositions en termes d'organisation de la société civile il y a 5 ans maintenant autour d'un mandat commercial européen alternatif. À minima, ça peut permettre d'ouvrir la discussion. Au niveau de ce que sont ces alternatives, les choses sur lesquelles nous pouvons appuyer aujourd'hui, moi j'en vois 3 principalement. À court terme. Alors c'est peut-être vu d'une perspective très mouvement social, mais nous avons 3 outils pour essayer d'avoir un message offensif, comme tu le suggérais Marie-Noëlle, sur la question d'une alternative au commerce international tel qu'il est organisé aujourd'hui. La première chose, c'est une exigence qui date de 25 ans ou 30 ans et qui est assez simple, c'est de dire, et on peut l'étendre pas simplement sur un sujet, mais sur d'autres, qui est de considérer que l'alimentation, les biens et produits alimentaires, ne sont pas des biens et produits comme tous les autres et donc doivent être exclus du commerce international. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de régulation internationale des biens et produits alimentaires, parce qu'il peut y avoir des situations qui impliquent de pouvoir importer et exporter des produits pour s'assurer que les populations puissent manger à leur faim en cas de coût grave, mais nous pouvons réguler finalement le système agricole mondial par d'autres vecteurs que l'Organisation mondiale du commerce. Et on a un principe autour de ça qui est le principe de la souveraineté alimentaire qui a été développé par la Confédération par la Via Campesina, qui est l'alliance internationale des confédérations paysannes, pour vous le dire comme ça. Et ce principe de souveraineté alimentaire a plusieurs intérêts, notamment pas simplement d'être cantonné à la question de la souveraineté nationale, parce que la souveraineté alimentaire, elle peut être entre Ventimille et Nice, elle peut être entre le sud de la France et le nord de l'Espagne, il n'y a pas de problème, mais c'est ce concept qui consiste à dire qu'à un moment donné, des bassins de population doivent être en capacité de pouvoir se nourrir sainement et dignement sur un territoire donné. Le deuxième outil,
je me permets d'introduire un sujet qui est en général assez peu connu. Nous avons une négociation très importante qui est en train de se dérouler au sein de l'Organisation des Nations Unies actuellement, au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, autour de la possibilité de mettre en œuvre un traité contraignant sur les multinationales. Et pourquoi c'est important? Parce que les multinationales sont en fait aujourd'hui les grandes gagnantes de cette architecture du commerce international qui leur a conféré un pouvoir gigantesque et une impunité quasi totale, et qu'il est absolument urgent de tenter de réguler leurs activités et en tout cas de les désarmer un petit peu et à minima de donner des droits, le droit aux populations qui sont victimes des agissements de ces multinationales d'avoir accès à la justice internationale. Nous avons 3400 traités internationaux qui donnent des droits exceptionnels aux multinationales. Nous avons 0 traité international qui donne des droits aux populations victimes des agissements des multinationales. Ceci doit changer. Nous avons une négociation au sein du Conseil des droits de l'homme. Elle n'est pas gagnée. L'Union européenne veut s'en retirer de ces négociations. C'est la première fois qu'on a des négociations de ce niveau-là, alors que ça fait 40 ans que nous bataillons et qu'il y a eu plusieurs possibilités pour essayer d'avancer sur ces questions. La première fois que ce sujet a été ouvert au sein des Nations Unies, ce fut par Salvador Allende en 1973. Ça a été balayé d'un revers de la main dans les années 70. Il y a eu une nouvelle tentative dans les années 80-90. Ça a été refermé. Nous avons cette possibilité-là. Il y a des négociations qui vont se tenir en octobre, du 14 au 18 octobre à Genève. Il est absolument important que les forces sociales organisées, que les forces politiques expriment de manière extrêmement claire que l'Union européenne ne doit pas déserter de ces négociations et au contraire doit porter l'exigence du fait que nous avons une loi de devoir de vigilance en France qui limite un tant soit peu le pouvoir de ces multinationales et en tout cas leur impose un certain nombre de contraintes un peu plus fortes et une vigilance un peu plus forte, d'étendre ces logiques-là à la fois à travers un traité au sein de l'ONU et à la fois au niveau européen à travers une directive sur le devoir de vigilance. Le troisième outil, c'est que nous avons une campagne pour faire cela. C'est une campagne qu'on appelle Stop impunité des multinationales, avec une pétition internationale qui vise à dire 2 choses. Moins de droits pour les multinationales, donc mettre fin aux tribunaux d'arbitrage qui aujourd'hui leur donnent des droits disproportionnés dans le cadre des accords de commerce et d'investissement, et plus de droits pour les populations avec ce traité de l'ONU. Et il y a une pétition en ligne que vous trouverez facilement en tapant Stop impunité des multinationales, et il est absolument clé, si on est un peu sérieux, que nous passions des 580 000 signataires que nous avons aujourd'hui à plus d'1 million de signataires d'ici la fin de l'année. Sinon, de fait, ce sera une défaite et ce sera analysé par la Commission européenne et par les États membres comme étant finalement une perte de mobilisation au sein de la société civile européenne sur ces questions de commerce, d'investissement et de pouvoir des multinationales. Et j'en reste là pour ne pas faire trop long. Non, mais moi je trouve que c'est très juste ce que vous dites. C'est impossible de parler de politique commerciale au niveau mondial s'il n'y a pas déjà des engagements au niveau européen sur une façon de produire et de consommer qui soit totalement différente. Ça, c'est très juste. Et bon, alors, on n'aurait pas le temps, mais le débat, le corollaire à notre débat, c'est sortir d'un modèle productiviste fondé sur l'hyperconsommation, l'obsolescence programmée, quand même un souci majeur. La publicité, bref, l'emprise du marché sur nos vies, parce que c'est de ça dont on discute. Quand on parle du libre-échange, ça n'est rien d'autre finalement, en termes marxistes, qu'une étape supplémentaire de la lutte entre le capital et le travail. Hein, tu parlais de la collusion des intérêts privés, intérêts publics, mais oui, un traité de libre-échange, c'est du rapport de force du capital contre le travail. Et d'ailleurs, moi, je serai à Genève pour cette histoire de texte de l'ONU. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a des instruments qui sont insuffisamment popularisés et défendus. Par exemple, l'Organisation internationale du travail, qui est quand même une institution magnifique, avec des textes très importants, dont certaines conventions de l'OIT ne sont pas respectées par les pays européens, et singulièrement par la France. Hein. Et d'ailleurs... c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment, même dans les partis, les partis de gauche, ou en tout cas progressistes. Je ne sais plus comment il faut dire maintenant. Bon, moi, de gauche, ça me va. Bon, pour reprendre peut-être, juste pour ressortir avec quelques arguments clairs, moi, je suis persuadé, Maxime l'a dit, mais il faut le dire encore plus brutalement, la position de Macron sur le Mercosur, ça n'est que pour protéger le vote sur le CETA. Voilà, et ça, et je pense qu'il va falloir qu'on le redise dans les semaines qui viennent, parce qu'en effet, il y a une bataille parlementaire qui est très importante, qui se joue au Sénat. Moi, je ne suis pas spécialement pessimiste. Hein. Moi, franchement, il y a toujours dans des combats des alliés de circonstance. Bah, que la FNSEA soit un allié de circonstance, c'est très bien. Et il faut s'en féliciter, en l'occurrence.
On verra ce que ça donne, mais de toute façon, le débat est absolument pas fini, parce qu'il y a l'avantage du CETA, c'est que c'est un accord mixte, c'est-à-dire qu'il faut une double ratification. Une ratification européenne et une ratification nationale. Donc ça complexifie, mais en même temps, c'est une chance pour nous. Vous vous souvenez que sur le CETA, la Wallonie, par exemple, avait fait entendre sa voix en ralentissant le processus, en disant nous, on a un certain nombre de choses qui ne nous conviennent pas. Et vous vous souvenez surtout de la réponse d'une violence. C'est là qu'on parle de capital et travail. Là, on voit ce que c'est les intérêts économique des détenteurs du capital. La violence contre Paul Magnette et la Wallonie à l'époque, c'était quelque chose de totalement disproportionné. On a l'impression qu'on était sur un sujet majeur. Et oui, en effet, puisque les intérêts économiques des traités de libre-échange, on sait très bien où ils sont. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Alors après, le débat qu'on a quand on discute avec un monsieur, Pascal Lamy, il vient souvent, même encore maintenant, nous faire ses cours. La morgue est quand même un peu moins spectaculaire qu'il y a 10 ans, parce que bon, à force d'être démenti par les faits et d'être rejeté par les gens, parfois certains s'interrogent, pas tous, mais certains s'interrogent, quoi. Donc, mais parce qu'il faut bien comprendre que moi, quand je suis arrivé au Parlement européen en 2014, c'était le débat sur le TTIP, le TAFTA. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir à quel point nous avions affaire à des religieux. C'est-à-dire que pour un très grand nombre de dirigeants européens, le libre-échange, ça n'est pas soumis à la discussion, c'est du domaine de la foi. Le libre-échange, c'est bien. Pourquoi ? Parce que c'est bien. Voilà. Et il a fallu, et c'est là, je finis là-dessus parce qu'il y a eu plein de questions sur la mobilisation citoyenne. Mais on n'aurait jamais arrêté le processus de négociation sur le TAFTA s'il n'y avait pas eu une extraordinaire mobilisation citoyenne. Les élus, je veux dire, un parlementaire européen, il a du pouvoir, le pouvoir de voter oui ou non, mais c'est incomparable si vous pouvez arriver dans l'hémicycle en disant « je ne parle pas moi seul, j'ai derrière moi les 350 000 personnes qui ont manifesté à Berlin ». Les journaux qui se mettent en branle, les organisations de la société civile, dont Attac et plein d'autres, qui se mobilisent, qui donnent des arguments. Moi, je me souviens d'avoir fait une réunion avec Attac dans un petit village de Charente-Maritime en 2014 sur le TAFTA. Il y avait 500 personnes. C'est-à-dire que les gens, à un moment, ils se sont concernés. Il faut faire... Et il va falloir continuer ça, mais moi, je suis quand même assez optimiste parce que je vois le chemin parcouru en 5 ans. Moi, quand je suis arrivé en 2014 au Parlement européen, sur le TTIP, j'étais un des seuls à voter contre la résolution en commission. Je crois qu'on était 4. Aujourd'hui, s'il y avait le même texte, on serait plus de la moitié de la commission à voter. Donc, il y a quand même on est en train de gagner une bataille culturelle, quoi. Il faut que vous ressortiez d'ici quand même avec l'envie de continuer parce que c'est en train de fonctionner. De plus en plus de gens sont sensibles à nos arguments, à nos analyses, et ça va bien au-delà de l'électorat de référence qu'on connaît, quoi. Donc ça, c'est très positif. Et il faut faire le lien, en effet, avec ce qu'on mange. Bon, j'ai pas le temps de répondre à ce que tu as dit sur la souffrance du monde paysan. Ça, c'est quand même un sujet à traiter vraiment, hein, sur la question. Mais c'est lié aussi au traité de libre-échange, puisque c'est aussi la question des prix. Pourquoi les agriculteurs crèvent la dalle ? C'est aussi parce que tout n'est que marché, donc soumis à la loi de l'offre et la demande et sur les marchés financiers. Et on se retrouve par exemple avec de la viande ou certains produits dont les prix sont baissés de plus en plus, notamment par la grande distribution. On n'a pas parlé, mais enfin c'est quand même une des responsables aujourd'hui des prix aussi bas, c'est la grande distribution qui prend des marges énormes et qui étrangle complètement les producteurs, les éleveurs. Donc là, il y a un combat social, sociétal à mener qui est incontestable. Puis il y a aussi la question des salaires, hein, dans le monde agricole comme d'ailleurs dans le monde du travail en général. Mais moi je finis, même si il y aurait beaucoup de choses à dire, j'ai complètement oublié de parler de la plainte à l'OMC, parce que c'est quand même hallucinant qu'on négocie avec le Canada et le Mercosur des accords de libre-échange, et la même semaine, ils portent plainte contre l'Europe à l'OMC, Canada, Brésil, États-Unis, Australie. Bon. Ils portent plainte contre l'Europe en disant vos règles environnementales sont trop strictes. C'est quand même un truc, le double langage, l'hypocrisie des gens, et singulièrement des macronistes, là, est vraiment atteint son apogée, puisque on discute et on essaie de convaincre des gens qui, par ailleurs, portent plainte contre nous en disant vos normes sont trop protectrices. Hein, la plainte qu'a l'OMC, c'était le mois dernier, hein, c'était pas non plus... Donc voilà le paysage dans lequel on est, mais ça progresse. Mais pour ça, il faut une société mobilisée et donc des militants politiques mobilisés. Et je pense que ceux qui sont dans cette salle, et même plus largement ceux qui sont ici, ne sont pas les derniers justement à combattre. Il faut continuer là-dessus, parce qu'il y a des victoires qui sont possibles.
Et moi, je ne doute pas un instant que vous allez voir dans les 10 ans qui viennent, toutes les thèses qui pouvaient paraître un peu marginales, même celles qu'on a défendues pour les européennes sur le protectionnisme solidaire, qui faisait un peu peur, tout ça, moi je suis persuadé que l'hégémonie culturelle sur cette question, elle sera aussi au rendez-vous. Précisément parce que, oui, j'ai conclu, voilà, j'ai conclu, donc il faut continuer à se battre. Et bonne rentrée à tous, parce que c'est encore un peu les vacances. Merci à vous tous. Merci.